l'honorable député de Saint-Hyacinthe-Bagotte. Merci, Madame la Présidente. J'interviens donc ce soir en ma qualité de porte-parole du Bloc québécois en matière de commerce international parce qu'on est tout à fait... Je pense que les thématiques que nous abordons ici maintenant sont tout à fait liées à cet enjeu parce que, bien sûr, nous sommes tous favorables au commerce, mais pas à n'importe quel prix. Pas à n'importe quel prix environnemental, pas à n'importe quel prix humain, pas à n'importe quel prix social. Et je crois que ça implique que nous nous penchions avec le plus grand sérieux sur ce projet de loi. Je tiens tout d'abord, avant d'aller dans le fond des choses, je tiens tout d'abord à saluer la sincérité absolue du député de Scarborough-Guildwood, de même que celui de la sénatrice Miville-Deschênes, qui, depuis 2018, ont tenté 3 fois d'amener une législation en cette matière. 3 fois, ils ont tenté d'amener une loi en cette matière. Donc, je tiens à dire que j'admire les efforts qui ont été faits. Dans le cas du député de Scarborough-Guildwood, on sait que ça fait longtemps qu'il se penche sur les abus potentiels des entreprises à l'étranger. En 2010, déjà à l'époque, il avait déposé un projet de loi pour responsabiliser les minières canadiennes à l'étranger. Ça avait été battu. À l'époque, c'était un gouvernement conservateur minoritaire, mais donc, avec les oppositions, ça aurait pu passer. Ça avait été battu parce que un trop grand nombre de députés sont tombés malades en même temps dans son propre parti. Donc, il n'y a pas eu suffisamment de votes pour le faire passer. C'est dommage, ça aurait pu être un certain pas en avant à l'époque. Moi, je dois dire aussi que c'est une question qui est très importante pour moi, à titre personnel, bien sûr, mais aussi de par ma fonction de porte-parole. Je rappelle que j'avais déposé une motion pour consentement unanime qui établissait ce que pourrait être une véritable politique de diligence raisonnable, parce que c'est le terme, je crois, qui est adéquat, une véritable politique de diligence raisonnable. Et malheureusement, c'est à ma droite, dans tous les sens du mot, qu'on avait crié non. Les conservateurs s'étaient crié non, ça n'avait pas pu passer alors. J'avais aussi déposé une pétition en faveur d'une telle loi, d'une telle politique, en juin dernier, si je ne m'abuse, signée par près de 2000 Québécois et Québécoises qui en appelaient à cette question. J'avais aussi voulu j'ai amené une étude, en fait, dont le rapport a été déposé en cette Chambre il y a peu de temps, sur les comportements des minières canadiennes à l'étranger au Comité du commerce international, qui nous avait permis d'entendre un paquet de témoignages dont plusieurs glaçaient le sang. Puis on parle des minières, bien sûr, parce qu'on a souvent entendu parler des abus des minières canadiennes à l'étranger, tout comme, d'ailleurs, on pourrait également aussi parler de l'industrie du vêtement, l'industrie du textile, qui, comme on le sait, est très loin d'être blanche comme neige. Dans le café, le cacao, l'huile de palme, il y a un paquet d'industries comme ça dont on sait qui se livrent à des activités qui ont des conséquences réelles dans leur manière de faire. Même si ce sont des biens que nous apprécions avoir par la suite sur nos étagères, il y a une façon de faire qui devrait être éthique, qui devrait être humainement responsable. Bon, et puis, mais bon, bien sûr, dans le cas des minières, il faut préciser que le Canada est un paradis des minières, est un paradis pour les minières. Il y a un paquet d'entreprises qui sont véritablement, parce que le Canada est un pavillon de complaisance, un paquet d'entreprises qui ne sont pas réellement canadiennes, mais qui vont venir s'enregistrer, qui vont s'incorporer à cause des avantages légaux, des avantages fiscaux, des avantages spéculatifs que leur offre le cadre canadien. Et puis, par la suite, il n'y a pas vraiment de mécanisme à part cet ombudsman fantoche qui a été créé par Ottawa il y a quelques années et qui finalement donne cette excuse, donne cette raison, donne le beau jeu au gouvernement de dire « Bien, vous voyez, on a agi ». Bien, il y a un danger, justement, à agir. Il y a un danger dans les coquilles vides. Il y a un danger dans les politiques qui partent d'une intention vertueuse, mais qui, au final, font malheureusement en sorte qu'on va s'asseoir sur nos lauriers. Et je vous parlerai aussi, bien sûr, du projet de loi C-226 qui a été proposé par des collègues du NPD et que je coparraine. J'ai mis mon nom là-dessus, sans remords. Une cause comme ça ne doit pas être partisane. C'est quelque chose de trop important. Il y a des vies qui sont en jeu, il y a de la dignité humaine qui sont en jeu. C'est pourquoi je l'ai soutenu avec... Je coparraine ce projet de loi. Je vais d'ailleurs malheureusement devoir me livrer une comparaison peu avantageuse pour le projet de loi S-211, une comparaison avec le projet de loi C-262. Il y a un excellent document qui a été monté par le Réseau canadien sur la reddition de comptes des entreprises.
Ça s'intitule « Faire rapport n'est pas synonyme d'imputabilité, pardon. Au contraire. Et le sous-titre, c'est « Le Canada doit exiger des entreprises canadiennes qu'elles respectent les droits humains tout au long de leur chaîne d'approvisionnement ». Et il y a un très beau tableau qui est bien monté, qui est synthétique, qui compare les deux projets de loi. Je vais me permettre de vous le lire, Madame la Présidente, de même qu'à l'ensemble de nos collègues ici présents et présentes. Car il y a différentes catégories et ça nous dit que fait S211 et que fait le projet de loi C262 que je coparraine et qui avait été proposé par nos collègues du NPD. Alors, question. Les entreprises sont-elles tenues de respecter les droits humains? Dans S211, la réponse, c'est malheureusement non. Les entreprises sont tenues d'indiquer chaque année si elles ont pris des mesures pour identifier et prévenir le recours au travail forcé et ce qu'elles ont découvert. Elles n'obligent pas les entreprises à respecter les droits humains. Dans le cas de C262, la réponse est oui. Le projet de loi reconnaît que les entreprises ont la responsabilité de respecter les droits humains et qu'elles doivent prendre les mesures proactives pour prévenir les violations des droits humains tout au long de leur chaîne d'approvisionnement ou de leurs opérations mondiales. Le projet de loi oblige-t-il les entreprises à prévenir les dommages? Dans le cas de S211, la réponse c'est non. Il exige un rapport annuel. Il n'oblige pas les entreprises à prévenir les dommages. Puis dans le cas de C262, la réponse est oui. Ça crée une obligation explicite pour les entreprises de prévenir les impacts négatifs graves tout au long de leur chaîne d'approvisionnement et de leurs opérations mondiales. Le projet de loi exige-t-il des entreprises qu'elles prennent des mesures pour identifier, atténuer, prévenir et rendre compte des atteintes aux droits humains et à l'environnement dans leur chaîne d'approvisionnement, donc diligence raisonnable? Dans le cas de S211, la réponse est malheureusement non. Les entreprises ne sont pas tenues de prendre des mesures de diligence raisonnable. Une entreprise peut déclarer qu'elle n'a pas pris de mesures et être en conformité avec la loi. Et dans le cas de C262, oui, parce qu'il y a une obligation explicite pour les entreprises de mettre en place de telles procédures de diligence raisonnable. Y a-t-il des conséquences importantes si les entreprises causent des dommages ou ne mettent pas en œuvre des procédures de diligence raisonnable adéquates? Dans le cas de S211, non, parce qu'il n'y a pas de conséquences en cas de manquement à la prévention des dommages ou à la mise en œuvre de procédures de diligence raisonnable. Dans le cas de C262, la réponse est oui. Ça confère un droit légal de poursuivre et c'est ça qui est important, c'est ça qui manque, notamment au titre d'Ombudsman, qui est un bureau des plaintes en ligne, un beau site Internet qu'a créé le gouvernement il y a quelques années. Le projet de loi aide-t-il les individus affectés à accéder à la justice ou à un recours? Dans le cas de S211, non, ça ne se penche pas là-dessus. Puis dans le cas de C262, oui. Puis il y a plusieurs façons dont la législation aide à éliminer les obstacles existants à l'accès aux tribunaux canadiens. Est-ce qu'il cherche à impliquer les communautés travailleurs, travailleuses touchées? Dans le cas de S211, non, il n'y a pas de rôle pour les défenseurs des droits humains et les travailleurs des communautés touchées. Tandis que dans C262, la consultation des titulaires de droits est requise dans les procédures de diligence raisonnable d'une entreprise. Le projet de loi s'applique-t-il aux entreprises de tous les secteurs, de toutes les tailles, tout au long de la chaîne? Dans le cas de S211, seulement aux entreprises de plus de 250 employés avec des revenus ou des actifs significatifs. Dans le cas de C262, la loi s'appliquerait aux entreprises de toutes les tailles, de tous les secteurs, tout au long de la chaîne de valeur. Parce qu'un abus humain, peu importe la taille de l'entreprise, peu importe son chiffre d'affaires, il faut que ça soit dénoncé. Le projet de loi s'applique-t-il à tous les droits humains? Dans le cas de S211, c'est le travail forcé, le travail des enfants. On applaudit ça, on est bien content. Mais ça ne tient pas compte du principe internationalement reconnu selon lequel les droits humains sont indivisibles, liés entre eux et interdépendants. Un principe soutenu par plusieurs gouvernements canadiens successifs, pourtant. Et dans le cas de C262, le projet de loi soutient le principe selon lequel les entreprises doivent respecter tous les droits humains. Ça fait référence aux principales conventions internationales sur les droits humains, aux conventions fondamentales de l'OIT, puis ça fait même référence au droit à un environnement sûr, sain et durable. Ça, c'est une vraie législation qui a des dents, Madame la Présidente. Maintenant, la question, que faire de S211? On sait que, bien sûr, ça peut constituer un pas en avant. On sait qu'une obligation de faire rapport, ça ne peut pas être négatif en soi. Cependant, comme pour l'Ombudsman qui a été créé par le gouvernement, il y a des conséquences extrêmement graves
Surtout en cette période où on en est à repenser un nouvel ordre mondial post-COVID, un nouvel ordre où le commerce ne soit pas un absolu, où on puisse respecter davantage les souverainetés, respecter davantage l'environnement, respecter davantage les peuples, un nouvel ordre international. Tout ça nous contraint malheureusement, à cause également des amendements qui ont été rejetés, les amendements du Bloc rejetés en comité, à s'opposer au projet de loi.